présente ce soir Gilles Montègre, qui arrive de Grenoble, l'université de Grenoble, mais qui en fait est un agrégé d'histoire, maître de conférence, et qui s'est, il y a déjà très longtemps, enfin pas très longtemps, spécialisé sur Bernice. Pourquoi? Parce que vous avez fait votre maîtrise sur Bernice déjà. Donc c'est une passion qui n'est pas d'hier. Ce soir, il nous présente son dernier livre sur le cardinal de Bernice, qui est à Venise, est un personnage que certains de vous connaissent bien, certains de vous devront connaître mieux. Avant de passer la parole à Gilles, je voulais vous lire en italien la petite description qu'en fait Giuseppe Bignami, qui est une description qui, je pense, est un petit peu celle que vous connaissez. C'est en italien, mais vous le parlez sûrement. Donc, sono ormai gli anni 70-54-1755, quelli durante i quali Casanova sperimenta nella Serenissima, con la complicità dell'ambasciatore di Francia, l'abate Pierre de Bernice, tutte le lusinghe e le pratiche erotiche e cabalistiche possibili. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée qu'on en a. Je laisserai aux professionnels le soin de nous expliquer qui était ce cardinal de Bernice. Bien. Merci beaucoup, Servane, pour cette présentation. Merci à Robert Poirard pour cet accueil. Merci à l'Alliance française. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et évidemment d'être à Venise pour parler d'un homme, d'un personnage qui a marqué sa présence, qui a marqué l'histoire vénitienne par sa présence et son ambassade. Alors, bon, je vais essayer de ne pas être trop long parce que mon objectif, c'est aussi d'échanger avec vous à l'occasion de la publication de ce livre et voilà, de passer la parole et que nous ayons un temps d'échange qui me semble une chose tout à fait importante. Je commencerai peut-être tout simplement en vous disant que l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est finalement celle d'un homme du XVIIIe siècle, vous voyez ici son portrait, sans doute aussi fascinant que mystérieux. Si mystérieux à la vérité que la postérité de ce personnage. La postérité du cardinal de Bernice s'est construite d'une certaine manière, et l'extrait que Servane vous a lu en témoigne bien, je crois, à la frontière, à la charnière du réel, de ce qui s'est vraiment passé, de ce que nous on cherche, les historiens, mais aussi de la fiction. En effet, le nom de Bernice ne résonne pas seulement à l'oreille des grands spécialistes de la diplomatie, de la religion du XVIIIe siècle. Si on est amateur de cinéma italien, on se souvient, à travers le film que Fellini a consacré à Casanova en 1977, pour retrouver, sinon on ne voit pas Bernice dans le film, mais on entend effectivement sa voix, prononcée par, enfin on entend son nom, excusez-moi, prononcé par l'une des deux religieuses dont il est censé partager les faveurs avec Casanova. Si on est plus familier de productions télévisuelles, on peut avoir croisé également le visage cardinal de Bernice, de l'abbé de Bernice à l'époque, qui avait été celui, enfin que c'est l'acteur Thierry Lhermitte qui avait donné sa voix et son visage au personnage. Si l'on est plus amateur de bande dessinée, on peut également croiser la figure du cardinal de Bernice, toujours derrière ce paravent derrière lequel il observe les ébats érotiques de Casanova, dans une bande dessinée consacrée à l'histoire, à la longue histoire de la sexualité en Occident. Et si on est également amateur de bande dessinée plus artistique, je dirais, on peut également avoir croisé le visage que l'on prête à Bernice, qui a été prêté à Bernice par l'un des plus grands dessinateurs de bande dessinée au monde, qui est Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese, qui a représenté Bernice, vous le voyez ici, dans une aquarelle qu'il est intéressant de vous montrer, je crois, aujourd'hui, car elle date de 1987, elle est assez récente. Pratt l'a réalisé dans un contexte justement d'une exposition franco-vénitienne, et cette aquarelle, elle me semble tout à fait intéressante parce qu'elle pose déjà un certain nombre de problèmes que je vais chercher à poser avec vous ce soir. Langue pendue, le consul de Bernice, 1752. Voilà l'image que Hugo Pratt se fait de Bernice à Venise. Alors, Bernice à Venise, c'est évidemment un moment très important, c'est un moment court en réalité, 1752-1755, la présence de Bernice sur les bords de la lagune. Mais pendant ces 3 années, il se passe beaucoup de choses.
Beaucoup de choses pour la vie de Bernice, beaucoup de choses dans l'histoire de Venise et beaucoup de choses dans les rapports entre la France et la Sérénissime République. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fois de très beau et à la fois d'insatisfaisant dans cette aquarelle de Prat? Ben, déjà, beaucoup de détails qui ne conviennent pas. Le look qui est censé porter Bernice ne correspond absolument pas au volto qui était censé recouvrir l'ensemble du visage des ambassadeurs étrangers à Venise au XVIIIe siècle. Le personnage porte un costume civil alors que notre personnage historique est un abbé. Il porte une épée alors qu'il est interdit à Venise à tous les nobles, et à qui plus est les ambassadeurs, de porter une épée. Et enfin, ce n'est pas une chose... c'est pas la chose la moins intéressante à noter, Bernice n'est pas consul, puisque lorsqu'il arrive sur les bords de la lagune en 1752, il exerce la fonction d'ambassadeur du roi très chrétien à Venise. Le consul, on le connaît par ailleurs, hein, c'est Jean Leblond, que l'on peut voir ici dans ce très beau pastel Rosalba Carriera, qui est ici, à 2 pas d'ici, dans les collections de l'Académie. Voyez donc que la représentation de Bernice par Prat et l'ensemble des représentations médiatiques visuelles de Bernice dénotent évidemment la fascination pour un certain XVIIIe siècle libertin, sans toujours s'encombrer de ce qu'a pu être la vérité historique. Alors, d'où vient, je partirai là sur ma réflexion, d'où vient que Bernice ait à ce point fasciné les créateurs de fiction? Bien sûr, il y a les écrits de Casanova. Et les écrits de Casanova, je suis là pour en parler et en débattre avec vous. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Parce que Bernice incarne un certain plaisir de vivre, un certain sens du bonheur et de l'amitié. Doublé et contrarié ce sens du bonheur par une certaine contrariété qui est celle de l'époque, la crise de la monarchie, l'avènement de la Révolution, Bernice a durablement, précocement passionné le monde littéraire. Songez que dans ses promenades dans Rome, Stendhal parle déjà de Bernice comme d'une, je le cite, Stendhal, figure héroïque. Dans l'éloge qu'il consacre à Bernice en 1956, l'homme de plume libertaire, qui est Roger Vaillant, dit de Bernice, c'est un Julien Sorel qui aurait réussi, puis mesuré la vanité de la réussite. Avançons dans le temps, 1989, on fête en France le bicentenaire de la Révolution française. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Philippe Solers, que je ne présente pas, publie une lettre, soi-disant une lettre écrite par Sade à Bernice au sujet de Lettres suprêmes. Très belle lettre, qui s'avère être de la composition de la plume de Philippe Solers et qui n'a absolument rien d'authentique et qui a pourtant été reprise dans une des dernières, dans un ouvrage consacré à Bernice. Enfin, l'académicien Jean-Marie Rouard, qui a consacré à Bernice une biographie sous-titrée Le cardinal des plaisirs, parachève ce que je considérais comme une forme de captation littéraire du personnage historique qu'a été Bernice, en disant, en écrivant, je cite Jean-Marie Rouard, « Talleyrand appartient à l'histoire, Bernice à la littérature c'est examen de repêchage des ambitieux trop sensibles. » Alors, si vous voulez, quand on est historien, face à une telle aura qui est associée à son personnage, quelle peut être notre mission finalement? Eh bien, la mission que l'on peut avoir, c'est justement de désépaissir les couches de cette fascination, de cette aura, en revenant à quoi? À ce qui nous est cher, nous historiens, c'est-à-dire les traces de l'époque, c'est-à-dire les sources du XVIIIe siècle qui permettent de comprendre le personnage. Et lorsqu'on en revient aux traces, on découvre un certain nombre de choses qui ne sont pas moins intéressantes pour comprendre Bernice, Venise, la France et l'Europe du XVIIIe siècle. Alors, parmi ces sources, car c'en est une, il y a le récit de Casanova, extrait des histoires de ma vie, des célèbres mémoires de l'aventurier vénitien. Un discours qui relate, je ne vais pas le détailler, mais comme Servan l'a rappelé en introduction de cette conférence, les relations amoureuses sentimentales que Casanova et Bernice ont conjointement avec 2 religieuses bisexuelles échappées d'un couvent de Murano, les 2 fameuses religieuses qui correspondent dans le récit casanovien aux initiales de M, M et C, C. Alors CC, on sait qui c'est. CC, c'est Caterina Capretta, c'est la religieuse que Casanova aurait voulu épouser et que son père a mis au couvent pour qu'elle n'épouse pas notre personnage. En revanche, le personnage de MM est extrêmement problématique. Et les casanovistes, qui sont nombreux, qui s'attachent à essayer de comprendre la véracité du récit casanovien, ne sont pas arrivés à l'identifier avec certitude.
En réalité, quand on reprend le récit de Casanova, on se rend compte que les conditions pour établir la vérité d'un fait historique ne sont pas tout à fait réunies concernant cette affaire avec Bernice. Je vous livre quelques réflexions qui sont celles d'un historien. Premièrement, il faut se rappeler que le récit de Casanova, ce n'est pas un journal, ce sont des mémoires écrites sur le tard dans un château à Dux en Bohême qui relatent la vie passée de l'aventure. Autre chose très très étonnante, l'inexistence, l'absence, si vous voulez, de sources vénitiennes qui relateraient cette aventure. Car à Venise, les aventuriers comme Casanova, mais aussi les ambassadeurs étrangers, sont entourés d'espions, d'informateurs qui documentent un petit peu la vie des acteurs. Trois éléments factuels rendent le récit casanovien sur cet épisode de Bernice particulièrement suspect. Premièrement, le fait que 10 ans avant l'ambassade de Bernice à Venise, un autre ambassadeur, qui s'appelait le comte de Froulet, avait eu une aventure justement avec une religieuse qui est bien connue, qui s'appelle Maria d'Ariva, et ça avait fait absolument scandale dans la Sérénissime. Et ça avait même provoqué la fin de la mission de Froulet. Donc, quand il se passe quelque chose de ce genre, en général, les inquisiteurs vénitiens sont au courant. Deuxièmement, lorsque Casanova est à Venise, car il est à Venise au moment où Bernice y est, il est lui-même entouré d'espions. Et on connaît les noms de ces espions, on connaît les noms des rapports, on connaît le contenu des rapports qui enquêtent sur Casanova, car je rappelle que cette période est la période immédiatement antérieure à l'emprisonnement, l'incarcération de Casanova dans la prison des Plombs le 26 juillet 1755. Enfin, dernier élément, il est attesté que les autres ambassadeurs, Bernice au premier chef, étaient eux aussi environnés d'espions et de confidents, chargés de rendre compte des moindres faits et gestes des ambassadeurs au tribunal de la Sérénissime. On sait en particulier qu'il y avait un certain Bartolo qui était dans la demeure de l'ambassadeur Bernice. Donc, si vous voulez, comment expliquer, et c'est ce que je vais chercher un petit peu à faire avec vous aujourd'hui, ce décalage entre des sources qui devraient exister et qui n'existent pas, et un récit tardif, celui de Casanova, et qui est aussi bavard. Alors, afin de résoudre l'énigme, nous, ce dont on dispose des historiens, c'est évidemment d'archives. Et là, je dois dire que j'ai eu, en tant qu'historien, une chance extraordinaire, une chance comme il en arrive peut-être une fois ou deux dans la vie d'un historien, c'est la chance d'accéder à un massif d'archives absolument extraordinaire. J'ai d'autant plus de plaisir à en parler ici que la personne à laquelle je dois l'accès à ce massif d'archives est présente parmi nous. C'est M. Alain Henriot, qui m'a mis en contact il y a quelques années avec les descendants de l'actuel, les descendants de la famille du cardinal de Bernice. Et c'est ce qui m'a permis de remettre la main sur ce que vous voyez ici, c'est-à-dire sur un vaste portefeuille d'archives qui sont conservés dans un château en France, le château de Crolles. Alors j'ai beaucoup de chance parce qu'il se trouve que le château de Crolles est proche de mon université à Grenoble, et qui m'a permis d'enquêter sur ce grand massif, si vous voulez, d'archives, et d'essayer de redonner vie à ce qu'a vraiment été Bernice, et à travers lui, ce qu'a vraiment été aussi l'Europe culturelle, diplomatique du XVIIIe siècle. Et le livre qui paraît aujourd'hui, il est original, Servan l'a rappelé, je le remercie, parce que c'est un livre qui exploite ces archives, il y a eu tout un programme de recherche, mais c'est un livre collectif que j'ai dirigé, mais qui rassemble un certain nombre de spécialistes, des historiens, c'est vrai, mais aussi des historiens de la littérature, des musicologues, des historiens de l'art. Ce qui m'a semblé nécessaire en faisant appel à ce groupe de 24 auteurs, c'est véritablement d'essayer de cerner la personnalité très riche, très complexe, qui est celle du cardinal de Bernice, à l'appui de spécialistes qui peuvent enquêter sur ces différents fonds d'archives, et donc de restituer, au-delà du personnage, la richesse de cette Europe politique et culturelle du XVIIIe siècle, dans laquelle le pouvoir, non seulement de l'amour, de la passion, mais aussi, c'est ce qu'on a cherché à mettre en avant, de l'amitié, est quelque chose de si important, finalement. J'étais captivée, j'ai totalement oublié de présenter donc la deuxième partie, la deuxième partie qui traite justement de l'amitié franco-vénitienne et de ce qu'était un petit peu Venise au XVIIIe siècle. Je sais qu'il y a quelques chapitres que tu apprécies particulièrement qui sont peut-être sur la gourmandise et sur l'art de vivre du cardinal de Bernice. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus et nous expliquer dans quel contexte surtout étaient ces dîners, cette espèce de diplomatie par la gourmandise qu'a créé le cardinal? Alors, absolument, c'est quelque chose de tout à fait central, mais peut-être juste avant d'évoquer cette question de la diplomatie gastronomique, je me permets de prendre quelques secondes pour rappeler, parce qu'on est là pour parler de l'épisode vénitien, mais de rappeler l'itinéraire général qui a été celui de ce personnage, qui est un personnage qui
je n'ai pas donné ses dates de naissance et de mort, c'est une faute pour un historien, né en 1715, donc l'année où meurt Louis XIV, et meurt en 1794, l'année où meurt Robespierre. Autant vous dire qu'il traverse un siècle qui est quand même un siècle assez important et assez heurté. Alors, avant d'être diplomate, justement, il ne faut pas oublier que Bernice, c'est un cadet de noblesse, une famille noble très ancienne, mais assez appauvrie. Et comme c'est un cadet, il est destiné à l'église. Bon. Et, chose curieuse, il commence, si vous voulez, à faire ses armes, je parle là de la période antérieure à Venise, en écrivant des poèmes. Des poèmes au ton assez badin, vous les voyez ici, Un milieu pénate, Quatre saisons, Les géorgiques françaises, des poèmes qui lui valent l'admiration et en même temps un peu l'ironie de Voltaire, qui appelle Bernice Babet de la Bouquetière. Babet était une fleuriste dans le Paris du XVIIIe siècle, et Voltaire trouvait les poèmes de Bernice tellement fleuris qu'il lui donnait ce surnom. Bon, ça a quand même permis à Bernice aussi d'entrer à l'Académie française à l'âge de 29 ans, qui est un âge, vous en conviendrez, bien peu canonique pour entrer dans une institution aussi respectable. Donc, c'est véritablement un abbé de cour. On le voit ici, si vous voulez, au milieu des plus grands esprits de son siècle, dans le salon de Madame Geoffrin. Et c'est un abbé de cour qui a la chance de rencontrer l'itinéraire, la trace d'une femme, la femme qui compte en France au milieu des années 1740, c'est la marquise de Pompadour, enfin, celle qui va devenir la marquise de Pompadour et qui, dans un premier temps, va devenir la favorite de Louis XV. C'est par ce jeu, si vous voulez, d'amitié avec la marquise de Pompadour que Bernice obtient ce premier rôle politique auquel il n'était pas du tout destiné, qui est l'ambassade de Venise. Je ferme la parenthèse sur Venise, car je vais y revenir dans un petit moment, mais pour vous brosser très rapidement la suite de l'itinéraire, quand il revient à Venise, qu'est-ce qu'il fait, Bernice? Il et Louis XV, si vous voulez, lui confie la mission diplomatique qui a peut-être été la plus impérieuse, la plus difficile de celle qui a été confiée à un diplomate dans toute l'histoire de l'Europe, c'est celle de réconcilier la France des Bourbons, avec la monarchie des Habsbourg. Vous savez qu'elles se font la guerre depuis 250 ans, et Bernice est celui qui est chargé de rapprocher la France et l'Autriche, d'œuvrer à cette révolution diplomatique, à ce renversement des alliances qui va donner plus tard, on sait, lieu au mariage entre Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc, pour un jeune abbé mondain et faiseur de poèmes, vous voyez, on lui confie une mission quand même qui est extrêmement importante. Alors, à cette époque, c'est Choiseul et la marquise de Pompadour qui sont au pouvoir. Bernice, dans un premier temps, va œuvrer à faire partie va être ministre des Affaires étrangères, au moment très difficile de la guerre de 7 ans. Il va chercher, pendant cette guerre, à précipiter une solution de paix. Choiseul choisit, lui, la guerre, et c'est ce qui voit Bernice un exil extrêmement brutal. Un an après sa prise de fonction au ministère, Louis XV, qui avait l'habitude des exils, renvoie Bernice dans une de ses abbayes de province, et Bernice se retrouve. Il vient d'être nommé cardinal. Donc, bon, quand on est cardinal, il dit c'est un bon parapluie. Hein, quand on est exilé, mais quand on reçoit le chapeau de cardinal, on a quand même quelques lots de consolation. Mais évidemment, par rapport à Choiseul, qui est appelé à régner, et il faut bien le dire aussi, Choiseul a une belle réputation dans l'historiographie française, mais à mon avis, elle est beaucoup à nuancer, parce que Choiseul va poursuivre la guerre et va entraîner la France dans le désastre, c'est-à-dire la perte de son empire colonial, le traité de Paris de 1763. Bernice, pendant ce temps, est exilé dans son abbaye, et puis dans sa ville d'Albi. Et jusqu'à ce que, parce qu'il avait été nommé cardinal, Choiseul ne décide de l'envoyer en 1769 à Rome pour négocier évidemment l'élection du nouveau pape, puisqu'il est cardinal. Et comme il réussit à faire élire le pape que les Français voulaient faire élire, c'est le pape Clément XIV, Bernice va rester à Rome. Il va y rester pendant 25 ans. C'est la plus longue ambassade française de l'histoire à Rome. Et vous le voyez ici. En 1784, c'est une estampe vivant de nom, hein, vous savez, celui qui a été par la suite directeur du Louvre, qui montre bien la manière dont Bernice est véritablement, à la fin de l'Ancien Régime, une sorte de parrain, hein, pardon du terme, mais de parrain des diplomates d'Ancien Régime. C'est le plus vieux, c'est celui qui a négocié le rapprochement avec l'Autriche, c'est celui qu'on écoute véritablement. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la Révolution, évidemment, qui éclate, hein, et qui va engendrer, qui va provoquer la destitution du poste d'ambassadeur pour Bernice. Bernice sent le vent tourner, il reste à Rome, il ne rentre pas en France, il refuse la présidence du clergé aux États généraux, et il meurt à Rome, pas tout à fait ruiné, enfin évidemment
un petit peu déconsidéré par le nouveau pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire, en 1794. Pardon, Servan, je voulais rappeler cet itinéraire général pour qu'on en resitue bien l'ambassade de Venise, son importance dans un mouvement global qui est celui de la vie de Bernice. Alors, pour en venir à ce que tu évoquais, c'est-à-dire la diplomatie, le régime de la diplomatie, je vais, avant de revenir sur Venise, vous rappeler un petit peu, enfin, essayer d'exprimer ce que vous allez pouvoir trouver dans le livre, c'est-à-dire la richesse de ce fonds d'archives. De quoi s'agit-il? Parce que les archives sur Venise, on en trouve au ministère des Affaires étrangères. Les dépêches officielles des ambassadeurs, moi je les ai compulsées dès le temps de ma maîtrise et je les connais bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce massif d'archives? Eh bien, nous avons affaire à des séries épistolaires, donc des séries de lettres, qui sont échangées non pas seulement entre des ambassadeurs et leur ministère de tutelle à Versailles, mais des ambassadeurs qui s'écrivent entre eux et qui vont de la sorte commenter de manière assez libre la vie diplomatique et aussi s'échanger des informations de manière plus personnelle, plus intime, en faisant jouer des nœuds d'amitié qui vont nourrir leur travail de négociation. Alors on trouve ce type de document, on trouve aussi une correspondance qui est absolument magnifique entre Bernice, ambassadeur à Rome, et le personnage que vous voyez là, qui est le ministre Vergennes, le grand ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Pendant 15 ans, Bernice et Vergennes s'écrivent une lettre officielle qu'on trouve dans les archives du ministère et une lettre privée, issue de la correspondance privée, dite secrète et privée, qui développe évidemment, qui nous donne accès à des confidences beaucoup plus intimes sur la vie politique de cette époque-là, et qui montre aussi, je crois, l'importance de cette dimension intime, passionnelle dans la négociation de la chose publique. On a peine à croire combien cette dimension, même pour des hommes qui étaient éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, combien le fait de s'écrire de manière très régulière et d'avoir ces correspondances très intimes permettait d'avancer dans les négociations. Alors, vous allez me dire, dans ce massif d'archives, Casanova ou pas Casanova? Est-ce qu'il y a la trace de lettres? Est-ce qu'il y a le nom de Casanova qui apparaît? Alors, je vais botter en touche un petit peu pour maintenir le suspense et vous dire que ce que nous apprend ce fonds d'archives, c'est fondamentalement la nature de la relation entre Bernice et les femmes. Et à travers la nature de cette relation, c'est le rôle politique, social, culturel, d'une immense importance que pouvaient avoir les femmes dans l'Europe du XVIIIe siècle. On comprend, à l'appui de plusieurs séries épistolaires, ce moment, qui est un moment, à mon sens, historique et qui doit être redécouvert. J'écrirai peut-être un livre là-dessus une prochaine fois, en approfondissant ce thème, ce moment où l'amitié entre hommes et femmes devient possible. Car ces fonds privés du cardinal agissent comme une sorte de révélateur de l'intensité, des potentialités de ce que sont ces relations amicales mixtes, donc entre hommes et femmes. Et ça nous montre bien que le XVIIIe siècle, c'est pas simplement, si vous voulez, le siècle des liaisons dangereuses. C'est pas simplement le siècle de Laclos. Il y a bien sûr des libertins assumés, compulsifs ou philosophes, mais il y a aussi, et c'est ce que Bernice cultive à la vérité, des amitiés politiques très très fortes entre hommes d'État et femmes. Alors c'est intéressant de se poser la question sur ce thème, je m'y arrête un tout petit instant, parce que l'amitié entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été bien considéré dans l'histoire. Montaigne, par exemple, dont on sait qu'il a accordé une très grande importance au sentiment d'amitié, écrivait dans un bel accès de misogynie, leur âme, il parle des femmes, leur âme ne semble pas assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si durable. Il parle de l'amitié. Eh bien, c'est tout le contraire que pense Bernice. Bernice qui écrit dans un chapitre de ses mémoires: l'amitié des femmes est toujours jalouse, mais il faut convenir aussi qu'elle est plus tendre, plus délicate, plus essentielle, plus généreuse et souvent plus fidèle que celle des hommes. Que d'exemples j'en pourrais citer. Les amis que j'ai perdus et celles que je conserve font également le malheur et le bonheur de ma vie. Ce tournant affectif qui marque les relations hommes-femmes, tournant que Bernice a contribué, à mon avis, à impulser lui-même, est une conquête assez provisoire du XVIIIe siècle. Car si on se tourne au siècle suivant, le XIXe, le XIXe sanctionne le grand retour, si vous voulez, des amitiés viriles, de cette espèce de divorce d'esprit entre les sexes, qui fait que Michelet écrit en 1859 « Les hommes et les femmes n'ont plus d'idées communes ni de langage commun, et même sur ce qui pourrait intéresser les deux parties, on ne sait plus comment se parler. » Alors Bernice, lui, savait parler aux femmes.
pour les séduire sans doute, pour les utiliser politiquement aussi, pour les conquérir sexuellement, je n'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, à partir d'un certain moment de sa carrière. En voulant faire de Bernice un égal de Valmont, du marquis de Sade ou de Casanova, les hommes de lettres du siècle dernier, c'est souvent des hommes qui ont écrit sur ces relations libertines de Bernice et Casanova, ont abouti à un contresens, projetant sur le personnage leur propre fantasme d'un XVIIIe siècle libertin. Pour comprendre la subtilité des relations qui ont uni les femmes au cardinal, car je me suis amusé ici à faire un petit tableau qui, réunissant autour de Bernice des femmes qui ont compté dans sa vie socialement, culturellement, politiquement. Et pour comprendre l'originalité de ces relations, il m'a semblé important de faire appel justement, d'abord, de rendre la parole aux femmes, car elles écrivent dans ce massif d'archives que j'ai évoqué, et de rendre la parole aussi à des historiennes. Des historiennes que vous pourrez lire dans le livre, qui, à mon avis, ont composé 3 très beaux chapitres, centrés sur chacun d'eux, la relation entre Bernice et une femme. La première de ces femmes, c'est sa nièce, la marquise dite du Puy-Montbrun, à laquelle il dicte ses mémoires, qui va le suivre à Rome, la marquise du Puy-Montbrun, qui écrit dans un très beau petit carnet qu'on a retrouvé à Crolles, l'amitié n'est jamais plus parfaite qu'entre un homme et une femme. Alors on avance un peu dans l'ambiguïté avec une deuxième femme, c'est la duchesse de Sivrac. Donc j'ai retrouvé le portrait et dont on a de très belles lettres écrites à Bernice. Vous voyez, ça c'est l'écriture de la duchesse de Sivrac, et ce petit agarné, c'est l'écriture en pâte de mouche, très difficilement lisible, c'était un petit peu dur pour nous, la paléographie bernisienne. C'est l'écriture de Bernice qui se dit à lui-même que cette lettre, elle mérite d'être conservée dans son réseau d'archives. Alors qui est la duchesse de Sivrac? Enfin, surtout, comment appelle-t-elle Bernice? Ça, c'est une chose assez extraordinaire. Elle l'apostrophe. Je ne sais pas si on voit dans cet extrait. Elle parle de lui en disant, en utilisant cette expression incroyable qui est « mon frère époux ». Alors une femme à Versailles qui interpelle un cardinal ambassadeur à Rome en lui disant « mon frère époux », c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et qui était en réalité la duchesse de Sivrac pour Bernice? Là aussi, c'était une femme politique. C'était une femme qui, à Versailles, était censée introduire la petite nièce de Bernice, la fille de la nièce que je vous ai présentée tout à l'heure, Sophie du Puy-Montbrun, dans le clan versaillais pour que Bernice continue à avoir une influence dans cette nouvelle cour de Versailles qui était celle de Louis XVI. Dernière femme à laquelle on consacre un beau chapitre dans le livre, la princesse de Santa Croce. La princesse de Santa Croce, c'est la grande amie romaine du cardinal de Bernice, qui vient de la famille des Falconieri et qui, elle aussi, a joué un rôle central pour permettre à Bernice de rayonner à Rome en étant proche des milieux de la curie, parce qu'elle était justement proche des milieux de la famille du pape. Et c'est grâce notamment à donc la princesse de Santa Croce. Là aussi, Bernice lui écrit, on a retrouvé des billets, c'est assez extraordinaire, il lui dit « Je serai toujours pour vous un bon père et un bon ami. » Et dans un autre moment, tant que votre amitié, toujours ce terme d'amitié, qui est un terme central pour comprendre les relations entre Bernice et les femmes, tant que votre amitié pour moi durera, je ne songerai pas à quitter Rome. Et Bernice n'a jamais quitté Rome puisqu'il est mort en 1793. Donc 3 études très belles qui, je crois, disent en fait les vertiges de ce tournant affectif qui a pu marquer les relations entre les hommes et les femmes, entre certains hommes et d'autres femmes au siècle des Lumières, et qui nous permettent de penser un peu autrement l'image que l'on s'en a fait tardivement. Alors, Servan, je peux en venir à Venise, ou je ne sais pas si tu... peut-être ce sera une... Je voulais juste redire que c'est quand même grâce à une femme qu'il arrive de nouveau à Venise, Madame de Pompadour. Et donc, je pense qu'il était très conscient non seulement du pouvoir politique des femmes, mais alors qu'il soit libertin, ça, je n'en sais absolument rien. Moi, je penserais tout simplement qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais je ne suis pas historienne. Donc, ceci dit, ça, c'est un chapitre qui est très d'actualité, les femmes et le pouvoir des femmes au XVIIIe siècle. Ce qui nous intéresse particulièrement ici à Venise et particulièrement à l'Alliance française, c'est cette fameuse relation entre les Vénitiens et les Français qui est toujours d'actualité et qui est toujours un tout petit peu différente de ce que l'on pense. Absolument. Merci de cette transition, car c'est justement ce dont je voudrais parler pour terminer un peu mon propos, et puis pour avancer sur ce qui pourrait être la résolution de l'énigme, parce qu'on ne sait toujours pas finalement pourquoi Casanova. Qu'en est-il de ces écrits de Casanova? Et je vais essayer de conclure là-dessus. Alors,
Pour en venir à la relation et à l'amitié franco-vénitienne au XVIIIe siècle, il faut replacer les choses dans un contexte. D'abord, lorsque Bernice est envoyé à Venise, on est en 1752, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour les milieux de cour français, Venise, je parle là, non pas de Bernice, hein, mais je parle vraiment des ministres qui voient cette espèce d'abbé favori de la favorite, qui écrit des vers. Venise est un cul-de-sac. C'est le mot qu'ils emploient, qui est un mot quand même assez dur. Hein. Et je peux d'ailleurs citer, si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'adresse à Bernice en disant on voulait vous envoyer en Pologne, j'ai insisté sur le danger qu'il y avait de vous confier une mission si délicate, la Pologne. Délicate parce que la Pologne, c'est aussi le secret du roi de Louis XV. Et j'ai consenti enfin, quoique avec peine, à l'ambassade de Venise, par la raison que, si vous y faisiez des sottises, elles ne seraient pas importantes. Bon. Une vision qui est un petit peu condescendante, vous en conviendrez, vis-à-vis de la Sérénissime République, qui est déjà millénaire à l'époque, et vis-à-vis de l'Italie. Et c'est là que Bernice joue, d'abord, c'est là qu'on voit qu'il joue très gros, parce qu'il joue sa réputation de diplomate à Venise. Il est très mésestimé lorsqu'il y arrive en réalité. Hein. Et c'est là qu'il comprend, et c'est à mon avis son trait de génie, que Venise jouit d'une importance, d'une influence beaucoup plus grande que celle que lui prêtent les ministres et le roi sans doute à Versailles. Venise, si vous voulez, pour Bernice, n'a pas été la cité des plaisirs, complaisamment décrite par Casanova. Et ça, la documentation le dit très bien, Venise, c'est une école pratique de la politique et de la diplomatie. Une école difficile. Là, vous voyez, bon, je n'ai pas besoin de vous présenter Venise. Peut-être, là, ce qui est intéressant quand même, c'est de vous montrer dans cet océan d'archives, tout ce dossier-là, vous voyez, c'est le dossier vénitien. Et c'est un dossier intéressant parce que Bernice a cherché à rassembler tous les documents sur Venise, à la différence d'autres séries qui sont plus classées par type de correspondant. C'est un moment, enfin, si vous voulez, c'est un moment très important pour Bernice, Venise, et c'est aussi un apprentissage difficile, douloureux. Pourquoi ? Ça, on le voit bien à travers d'autres lettres, d'autres correspondances, parce que Bernice n'a pas ce rapport affectif, romantique, que les Français vont nourrir autour de la Sérénissime, cultivée à partir de l'époque, enfin, surtout du XIXe siècle. Il a un rapport très éprouvant avec cette réalité vénitienne. Il se plaint, je le cite, et vous verrez qu'à la fin de la citation, chacune et chacun d'entre vous va pouvoir se reconnaître dans les propos de Bernice. Bernice se plaint de l'impossibilité de marcher sur les pierres dures et glissantes dans Venise et pavée, outre qu'il faut passer dans des rues plus étroites que les allées des petites maisonnettes de Paris. On reçoit des coups de coude, il y a des ponts continuels à passer qui sont glissants et fort dangereux, n'ayant point le plus souvent de garde-fous. Ajoutez à cela que je ne puis me promener décemment dans Venise que masqué, et que le masque m'étouffe, me fait tuer. Alors évidemment, ce masque, ce n'était pas un masque qui couvrait simplement la bouche, le nez, pour des raisons sanitaires, c'est un masque qui couvrait l'intégralité du visage. Et pourquoi Bernice doit circuler à Venise masqué ? Parce qu'en tant qu'ambassadeur, il n'est pas en droit, c'est très particulier à la pratique de la diplomatie à Venise, de rencontrer le gouvernement et les nobles qui dirigent la Sérénissime République. Donc, si vous voulez, Bernice va faire des contraintes, une forme de vertu, une forme d'apprentissage de la politique. Il va se servir de Venise pour véritablement comprendre, apprendre les trois grandes missions. C'est là où je vais en venir très vite à la question que nous posait Servan sur la diplomatie gastronomique. Les trois grandes fonctions qui caractérisent, les trois grandes missions que l'on confie à des diplomates au temps de l'Ancien Régime. Quelles sont ces fonctions ? Et vous allez voir que c'est très moderne parce que ça rejoint des dynamiques qui correspondent à la diplomatie telle qu'on l'envisage aujourd'hui. Première fonction, l'information. Un diplomate, un ambassadeur, qu'il soit français ou d'une autre nationalité, doit chercher évidemment à informer sa cour et lui donner des informations, si possible, inédites. À Venise, c'est difficile. C'est difficile parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lois de la République imposent aux ambassadeurs étrangers de ne pas communiquer en face à face avec les autorités de la République. Bernice doit donc, et là vous allez commencer à peut-être voir où je veux en venir par rapport à notre ami Casanova, s'entourer d'indicateurs, d'informateurs, d'espions qui vont lui communiquer des informations, et pas n'importe quelles informations. Dans les archives publiques, comme dans ces archives que je vous ai montrées tout à l'heure, on a
une documentation extraordinaire qui montre l'importance que pouvait représenter l'information pour un ambassadeur à Venise au XVIIIe siècle. Bernice va envoyer pas moins de 10 mémoires analytiques à la cour de Versailles, prouvant à la France que Venise est un terrain d'observation qui demeure extraordinaire. Parmi ces mémoires, je n'ai pas le temps de les détailler, mais vous avez des mémoires, là je tombe dessus par hasard, vous voyez, enfin, pas tout à fait par hasard, mais les marchandises que Marseille tire aujourd'hui de Venise. Vous avez des mémoires sur l'état politique de la République de Venise. Vous avez un mémoire qui correspond aux considérations sur les causes de la décadence du commerce de la République de Venise. Vous avez des mémoires extrêmement précis qui relèveraient de ce qu'on appelle aujourd'hui la science statistique, qui, et c'est là que c'est très mystérieux de savoir comment Bernice s'est procuré ces chiffres, envoie à sa cour un état chiffré des dépenses et des recettes de la Sérénissime réparties entre dominants, terre ferme, Dalmatie. Vous avez des mémoires qui relèvent de l'espionnage industriel, notamment celui-ci qui concerne les étoffes dites damasquettes, qui étaient des tissus, les damasquettes, sur lesquels on avait incrusté au marteau des filets décoratifs d'or et d'argent. Ça restait au XVIIIe siècle pour Venise une ressource économique fondamentale, car Venise vendait ces damasquettes auprès de la porte. Eh bien, Bernice va être chargé par le ministère de faire l'espionnage industriel, c'est-à-dire de dépêcher des ouvriers qui vont essayer de comprendre la technique de conception de ces damasquettes, d'envoyer des échantillons apprêtés et non apprêtés à Versailles, et la France va pouvoir en tirer profit pour construire à Marseille de nouvelles manufactures de damasquettes et damer le pion aux Vénitiens. Vous avez aussi des mémoires qui concernent déjà une forme de conscience environnementale qui est très forte, et notamment ce mémoire sur l'observation sur le débordement de la terre ferme de l'État vénitien. Bref, pour un cul-de-sac, Bernice transforme Venise en un véritable moment, véritable lieu à partir duquel il peut développer toute une série de réflexions à large spectre sur Venise, mais aussi sur l'Italie, sur l'Europe et sur le monde. On sait aujourd'hui, et ça on le sait grâce à des archives qui pour le coup sont tout près d'ici, dans la bibliothèque à Marciana, les archives et les mémoires, les manuscrits de la Marciana, que ces fameux mémoires qui font l'originalité de l'enquête d'une ambassade de Bernice à Venise, évidemment, les espions, les informateurs étaient partout à Venise, Venise les a captés, les a traduits. Il y a des copies en italien de ces mémoires de Bernice dans les collections de la Marciana. Donc, Bernice fait vraiment l'apprentissage de cette mission fondamentale de l'ambassadeur qui est celle de l'information. Il y a une deuxième mission qui est tout à fait centrale, c'est celle de la négociation. Et négocier à Venise, c'est très difficile au XVIIIe siècle, car comme le dit Bernice, on traite à Venise avec un gouvernement invisible et toujours par écrit. Donc, il y a cette diplomatie qui est une diplomatie des masques. Bon, j'ai mis ici le tableau de Longhi qui se trouve à la Carezzo. Il faut comprendre que l'usage du masque à Venise au XVIIIe siècle, ce n'est pas simplement un usage festif, un usage culturel, c'est un véritable usage politique. Car Bernice, il le dit lui-même, se sert du masque pour pouvoir rencontrer des membres du gouvernement vénitien pendant des fêtes qu'il ne pourrait pas rencontrer habituellement, car s'il était à visage découvert, eh bien, évidemment, on le remarquerait et ces rencontres seraient interdites. J'ai eu l'occasion, je cite une de ces dépêches, pendant les fêtes, de communiquer avec toute la noblesse et d'avoir 2 entretiens sous le masque avec le doge. J'ai même formé quelques liaisons dont je pourrais tirer profit par la suite. Il enquête, il comprend, il cherche à comprendre comment se tissent véritablement, comment se composent les sphères du pouvoir à Venise, et on en a un très beau document qui est conservé pour le coup dans les archives privées, c'est la table alphabétique des Sérénissimes Princes de Venise, classée par ordre alphabétique, vous voyez, avec toutes les grandes familles, et Bernice arrive à comprendre sur quelle famille il pourra compter, quelles sont les familles francophiles, quelles sont les familles qui vont lui être plus défavorables. Et dans ce cadre-là, c'est là où on va avancer véritablement sur l'amitié franco-vénitienne, il va accomplir un certain nombre de négociations qui va réussir. Il y en a une sur laquelle je passerai rapidement, mais qui est assez révélatrice, c'est l'affaire des sucres. Venise taxait les sucres venus des colonies ultramarines plus fort, si vous voulez, pour les sucres portugais que pour les sucres français. Et la France voyait ça évidemment d'un très mauvais œil. La France était moins bien traitée que le Portugal. Et Bernice reçoit la mission de réviser la taxation au profit d'une économie française. Le prédécesseur de Bernice à Venise, qui s'appelle Chavigny, avait essuyé une fin de non-recevoir à Sérénissime parce qu'il avait, en gros,
traiter le Sénat avec hauteur en lui disant bon, ben voilà, c'est pas admissible pour la France, etc. L'art de Bernice, ça c'est une constante, c'est l'art de la séduction et de la modération. Et par une série de mémoires qui sont le fruit aussi de ses enquêtes très, très scrupuleuses dans sa très bonne connaissance des sphères politiques vénitiennes, il parvient à ses fins, si vous voulez, il parvient véritablement en quelques mois, à ce que le Sénat révise ses taux sur les sucres. Et c'est ce qui va lui donner l'idée de ce qu'il appelle dans ses mémoires son grand dessein, son grand objectif. Son grand objectif, c'est quoi? Et c'est là où il est assez visionnaire, je dois dire. Eh bien, c'est de préparer une véritable alliance entre la France et Venise, une véritable alliance politique. Il pense que le moment est opportun car il pressent le fait que Venise va tomber peu ou prou, assez rapidement sous les mains de l'Autriche. Évidemment, quand on sait ce qui s'est passé 60 ans après, on peut se dire que sa vision était prémonitoire, mais il a des raisons de le penser. L'Autriche a très mal vécu le fait d'être écartée du duché de Parme, le fait d'être écartée de Naples au profit des Bourbons, et donc l'Autriche veut se tailler sur la bête un petit peu des derniers États indépendants italiens, dont Venise. Et ça, c'est très documenté par rapport à un traité que la cour de Vienne fait avec le petit-duc de Modène. Et donc Venise est une proie. Et Bernice comprend que Venise est une proie pour l'Autriche, et donc il va préparer une véritable alliance. Il va réussir à préparer cette alliance. C'est-à-dire que Venise, à un moment donné, lui confie, c'est très documenté dans les archives, une mission de médiation dans une querelle maritime qu'elle a avec la République de Gênes. Et, autre temps important, au moment où un prince du sang, le duc de Penthièvre, arrive à Venise, en 1754, Venise fait une ouverture vis-à-vis de la France de Louis XV en traitant ce voyageur comme fils de roi, car il était un fils de roi, le duc de Penthièvre, c'est le fils légitimé de Louis XIV et de la marquise de Montespan, et il est traité avec tous les honneurs, ce qui ne devrait pas être le cas, car il voyageait théoriquement incognito. Donc, le dessein de Bernice d'une alliance franco-vénitienne, du point de vue des Vénitiens, il est acquis. Évidemment, le problème, c'est que du point de vue de la France, fin de non-recevoir de la cour de Versailles. Pourquoi? Parce que la France pense à toute autre chose à ce moment-là. La France pense à l'Angleterre, qui lui taille des croupières en Amérique, et pense surtout à la nécessité de se trouver de nouveaux alliés, et ces alliés, ce seront précisément la puissance autrichienne, Vienne. Bernice rentre de Venise, il doit négocier contre toute attente le rapprochement de la France et de l'Autriche. Mais lorsque la France et l'Autriche se divorcent en quelque sorte dans le contexte de la Révolution française, et que Bonaparte, comme on le sait, mène ses campagnes d'Italie, eh bien, en quelques instants, la République s'auto-saborde et Napoléon cède le territoire vénitien aux Autrichiens comme Bernice avait pu l'imaginer auparavant. Alors, j'en ai presque terminé, mais je voudrais peut-être, si j'en ai encore un tout petit peu le temps, évoquer la dernière mission, qui à mon avis est une mission aussi assez importante, qui est la mission, je vous ai parlé de l'information, je vous ai parlé de la négociation, et vous avez vu qu'il est allé très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait dans cette amitié, dans cette alliance franco-vénitienne. Bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a des familles qui l'ont aidé particulièrement. Hein. Les Rezzonico notamment, c'est la famille Memmo également. Il a compris quels étaient ses alliés dans la noblesse vénitienne. Bon. Mais il y a une dernière mission qui est centrale chez Bernice. Pour comprendre Bernice, c'est la mission, pour comprendre le monde de la diplomatie en général, c'est la mission de représentation. Et c'est là où il faut en venir à un petit peu plus de détails sur ce petit point rouge ici. Nous sommes dans le Canareggio, vraiment au nord-ouest de Venise. C'est le lieu de l'ambassade de France depuis 1743, le palais Surian-Bellotto, qui est aujourd'hui connu pour avoir abrité pendant une année Rousseau comme secrétaire de l'ambassadeur Montaigu, mais qui devrait être, à mon sens, réhabilité d'une certaine manière, surtout pour avoir abrité l'ambassade de Bernice. Bernice est allé très loin dans cette amitié franco-vénitienne. Vous voyez ici la représentation d'un tableau où on a une fête qui est donnée au balcon du palais Surian-Bellotto. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que, si vous voulez, Bernice va faire de ce palais véritablement un terrain, un lieu d'expérimentation de ce qu'il envisage pour construire une véritable diplomatie culturelle. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement moderne. Ça fait le lien avec la question que nous posait Servan tout à l'heure, qui est centrale, c'est cette invention de la diplomatie gastronomique que l'on prête souvent à Talleyrand et que Bernice a puissamment illustré dès son ambassade à Venise. Très bon cuisinier, à la table de l'ambassade, Algarotti dit que
je vais à la table de l'ambassadeur de France, mais il ne faut pas que j'aille trop souvent, parce qu'il a tellement un bon cuisinier que voilà, ma ligne ne pourrait pas tenir. Je paraphrase à peine. Et Bernice écrit « Ma maison est décente, bien meublée, on n'y voit rien qui sente le cadet de Gascogne ». Ce qu'il comprend, si vous voulez, Bernice, c'est la possibilité de politiser les mobilités culturelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pardon de cette expression un peu compliquée. Le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle du voyage, c'est le grand siècle du grand tour. Énormément de voyageurs se pressent en Italie, s'arrêtent à Venise pour les fêtes de l'Ascension ou pour les fêtes du Carnaval, poursuivent à Rome. Et Bernice comprend, si vous voulez, que la captation de ces mobilités, la captation de ces voyageurs va contribuer à asseoir sa réputation dans le champ politique. Donc, il les reçoit à Venise, il les reçoit extrêmement bien. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, je regardais tous ces étrangers de passage comme mes trompettes qui allaient sonner mes louanges dans toute l'Europe. Et il poursuit ce programme, qui est un programme assez fantastique. Je représente un grand maître, je veux reconquérir pour la France le cœur et l'esprit des Italiens. Phrase qui dit pas mal de choses sur le divorce d'esprit aussi entre la France et l'Italie, qui depuis Louis XIV s'était enraciné. Bernice comprend que les Français sont vus en Italie comme d'une manière assez négative, parce que très suffisant, etc. Et Bernice va prendre le contre-pied de cette tendance. D'abord à Venise, et ensuite Bernice sera son terrain d'expérimentation, et ensuite il va poursuivre cette dimension, si vous voulez, cette science de l'accueil véritablement des voyageurs étrangers à Rome, avec une diplomatie gastronomique, alors là, Rome qui est extrêmement élaborée, puisqu'on se souvient encore 100 ans après à Rome que la cuisine du cardinal de Bernice est restée en odeur de sainteté. On étudie ça dans le livre, il y a un très beau chapitre sur la diplomatie gastronomique, on a retrouvé la liste des vins de la cave de Bernice, donc on sait d'où venaient les vins, etc. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, c'est dommage, on pourrait retrouver ça dans l'ouvrage. Usage donc de la gastronomie, il tenait table ouverte tous les jours, il recevait tous les vendredis soirs au palais de Carolis à Rome jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Et puis usage aussi de la musique, avec une diplomatie là aussi musicale qui est très élaborée, notamment il fait appel à Cimarosa pour l'écriture d'une cantate au moment de la naissance du dauphin, du fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Au point que, c'est à ce prix que Bernice réussit ce tour de force, de se faire aimer d'abord des Vénitiens, chose qui n'était pas gagnée du tout, et ensuite des Romains, chose qui était peut-être encore moins facile, au point que lorsqu'éclate la Révolution, le peuple de Rome vient à acclamer Bernice, déchu de son poste d'ambassadeur, sous les fenêtres de l'ancien palais de France, comme pour montrer que Bernice demeure, à leurs yeux, le représentant toujours légitime d'une monarchie française qui est pourtant, elle, en train de se déliter, de se déconstruire. Servan, ai-je quelques instants pour conclure? Peut-être souhaites-tu intervenir sur quelque chose? Non. Tu peux totalement conclure. Après la conclusion, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Gilles, et je précise même en italien, car il parle très bien italien aussi. Merci beaucoup. Alors, bon, je dirais qu'il y a 3 conclusions qu'on peut donner sur cet éclairage que j'ai cherché à vous apporter, enfin, à vous proposer sur la période plus singulièrement vénitienne. D'abord, je dirais qu'il faut en revenir aux écrits de Casanova. Comment repenser les écrits de Casanova à la lumière de ce que les archives du cardinal de Bernice nous ont apporté? Bernice était-il le libertin que Casanova décrit? Il écrit dans une lettre privée à un de ses correspondants, des Alleurs, ambassadeur à Constantinople, de Bernice, à propos de son ambassade à Venise: « J'aurais cru impossible, sans bigoterie, d'être aussi sage que je le suis. Mais j'ai senti que dans un pays aussi libertin que celui-ci, c'était un moyen, être sage, d'acquérir de la considération. Et je ne me suis pas trompé. » Alors, qu'a représenté Casanova pour Bernice? Car il a représenté quelque chose. Je n'ai personnellement aucun doute sur le fait que Casanova et Bernice se sont rencontrés à Venise entre 1753 et 1754. Mais qu'est Casanova finalement? Est-ce un séducteur ou est-ce un indicateur? On est en train, les historiens de Casanova sont en train de revisiter considérablement la figure de Casanova et de montrer que l'entre-gens qu'il a pu développer en Europe pendant toute sa carrière est profondément lié à des missions de diplomatie secrète. Mais la diplomatie secrète, vous savez, c'est la diplomatie au XVIIIe siècle, que lui ont confié des ambassadeurs successifs. Et il est évident que si Bernice a pu produire ses mémoires extrêmement bien informées, il avait des sources d'information. Et il est d'autant plus révélateur de constater
que Casanova, juste avant d'arriver à Venise, est à Vienne. À Vienne, il rencontre le négociateur du traité dont je vous ai parlé tout à l'heure entre l'Autriche et Modène. Casanova a été un informateur, un indicateur très important pour Bernice à Venise. Et il a évidemment transformé considérablement ce rôle dans ses mémoires, se faisant passer pour un compagnon de libertinage, sans doute pour mieux dissimuler une mission d'indicateur jouée au service d'un ambassadeur de France, d'un ambassadeur étranger, mission peu valorisante pour lui, disons, mission qui aurait pu le faire passer pour un traître à sa propre patrie. Voilà un des éléments de conclusion et de réflexion que je peux, une hypothèse solide que je peux proposer à la lumière de cette grande redécouverte liée aux archives. Le deuxième élément de conclusion, c'est que je voulais vous dire un petit mot sur l'effet de l'ambassade de Bernice sur la réévaluation par la France de Venise. Parce que vous avez vu tout à l'heure, la France ne voyait pas d'un très très bon œil cette vieille république poussiéreuse. Bon, eh bien, avec Bernice, à partir de Bernice, ça change. Ça change et il faut y voir l'effet de ces mémoires qu'a pu envoyer Bernice. Je vous lis. Alors, Bernice écrit que je ne connais pas de meilleure école pour former les ambassadeurs que Venise, mais en 1786 encore, 3 ans avant la Révolution, on lit dans les instructions de notre ambassadeur français à Venise, Armand de Chalon, cette ville, Venise, où il est permis de parler de tout, excepté de son gouvernement, réunit dans certains temps des personnes de tous les pays qui se regardent comme en lieu sûr, et peuvent donc se livrer plus qu'ailleurs à leurs idées, raconter ce qu'elles savent, communiquer les lettres qu'elles reçoivent. Donc, 3 décennies après la fin de l'ambassade de Bernice à Venise, et 10 ans avant la chute de la République, la France finit par réévaluer l'importance du théâtre politique vénitien, à la faveur en particulier de l'importance des mobilités culturelles, celles des voyageurs de toute nation, que Bernice accueille à cette époque. Alors je terminerai, avant de laisser un temps d'échange, à dire que bon, l'objectif qu'on a, vous avez compris, essayé de nourrir, de cultiver avec ce livre, c'est un petit peu de rendre Bernice à l'histoire, de le désépaissir de cette culture, enfin de cette vision qu'on pouvait en avoir. Mais finalement, qui est-il? À hauteur des quelques centaines d'années qui nous séparent de lui, est-ce que c'est un moderne ou est-ce que c'est un anti-moderne? Est-ce que c'est un homme des Lumières ou est-ce que c'est un homme des anti-Lumières? Eh bien, je crois que c'est intéressant de poser la question en conclusion parce qu'on voit combien cette approche souvent binaire que l'on se fait du XVIIIe siècle, lumière, anti-lumière, elle ne fonctionne pas véritablement, elle est plus complexe que ça. Par ses idées, Bernice est un homme d'ancien régime. C'est un homme qui n'a jamais voulu abattre la monarchie. C'est un homme qui a ausculté les dérives, la crise de la monarchie sans parvenir à la réformer, à la régénérer. Mais par ses pratiques, en revanche, Bernice doit être considéré comme un homme de l'avenir. C'est un homme de l'avenir par la place qu'il souhaite voir reconnaître aux femmes dans la société et par l'usage qu'il entend faire de la culture et de l'amitié dans le champ politique. Vous allez me dire, il n'est pas seul. De Dante à Machiavel, en passant par Stendhal, Chateaubriand, il y a beaucoup de diplomates qui ont été des gens de culture, c'est vrai. Oui, mais tous n'ont pas cherché à faire de la culture un levier spécifique pour asseoir une politique, en faisant jouer alternativement ce principe de rayonnement et ce principe de réciprocité des rapports entre les puissances, cette diplomatie culturelle, ce soft power, comme on l'appelle aujourd'hui, qui se pratique et qui vise à faire la part entre exaltation de soi, si on fait de la diplomatie, c'est évidemment pour gagner de l'influence à l'extérieur, mais pour gagner cette influence, il faut aussi être ouvert à l'autre. Et c'est ça, véritablement, que Bernice a compris. Donc je crois que si le destin historique du cardinal de Bernice nous offre une réflexion salutaire sur le sens de l'amitié comme ressource politique, comme vous pourrez le voir en découvrant plus précisément ce livre, ce destin nous permet aussi de comprendre, je crois, aujourd'hui, Français ou Vénitiens que nous sommes, les Européens que nous étions, et finalement ceux aussi que nous pourrions devenir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert évidemment à vos questions.